Bienvenue à l'édition spéciale du Club de Babi. Cette édition vous sera présentée par Tania Fofana et moi-même Christopher Aguassi. Aujourd'hui, nous parlerons des 7 raisons choquantes qui empêchent les Ivoiriens de manifester dans la rue. N'est-ce pas, Tania? Oui, Christopher, nous ferons le point de la situation politique en Côte d'Ivoire. La guerre de 2011, qui est elle-même le résultat de l'évolution de la rébellion de Soro Guillaume et de ceux qui l'ont financée en 2002, est un moment d'horreur qui a meurtri les Ivoiriens. En effet, cette guerre ayant mobilisé une coalition d'armées étrangères en terre des Buunis s'est rendue coupable de crimes ou de complicité de crimes contre les Ivoiriens. L'un des plus choquants a été un embargo sur les médicaments. Le 11 février 2011, la communauté dite internationale, avec l'Union européenne en tête, décide de l'embargo sur les médicaments à destination du port d'Abidjan. Des milliers de personnes en meurent. Non pas par le fait de la guerre de manière immédiate, mais de la décision de pays étrangers de priver la Côte d'Ivoire de médicaments. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Simone Eivé Gbagbo, est agressée et violée par les rebelles. Pendant que les soldats français portent des caméras pour filmer cette scène révoltante. Comme pour humilier le symbole de la vie, la femme africaine, la femme ivoirienne est exposée au monde et traînée dans la boue. Le président de la République, Laurent Gbagbo, est entouré de rebelles et filmé par les caméras de chaînes françaises France 24 et TV5. Le président est en sous-vêtements, on lui tend une serviette pour qu'il s'éponge. Ensuite, l'ex-Comzone Ouattao l'habille avec une chemise à couleur dominante verte en présence de l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ces images et ces actions choquent au plus haut point les Ivoiriens à cette époque. Ces massacres européens et africains en Côte d'Ivoire, tant avec des armes à feu qu'avec la décision criminelle d'asphyxier tout un peuple en le privant de médicaments, a initié le sommeil léthargique et le ralentissement de la volonté de se libérer du joug colonial. Les Ivoiriens ne devraient-ils pas commencer à produire eux-mêmes leurs médicaments et stopper l'importation? Serait-ce les compétences qui manquent? La question reste posée. N'est-ce pas, Tania? Question très intéressante, Christopher. Il y a aussi le point de la catégorisation des victimes de la guerre qui mérite d'être abordé. Le président Alassane Dramane Ouattara accède au pouvoir grâce à la rébellion de 2002, la guerre de 2011 et aussi grâce au soutien de la CEDEAO, l'ONU, l'UE, donc de la communauté dite internationale qui contesta les résultats du Conseil constitutionnel. Ces événements participent à la frustration des populations ivoiriennes qui se sentent impuissantes et attaquées de toutes parts. À son accession au pouvoir, le nouveau président avait fait un certain nombre de promesses. Au nombre de ces promesses, l'on pouvait citer l'ouverture d'une enquête sur les sources de financement de la rébellion armée de 2002 à 2011, les jugements impartiaux à la fois des rebelles ayant attaqué le pays et des forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, en abrégé FONSI, qui étaient elles aussi soupçonnées d'exaction. Enfin, il était question de faire l'inventaire de toutes les victimes, des biens confisqués et détruits, non seulement du côté de la République qui se défendait, mais aussi du côté des assaillants d'alors. Ceci dans le but de créer les conditions d'indemnisation et entamer la réconciliation nationale. Il n'en fut rien, ou du moins, il n'eut que des décisions circonscrites, bien définies. Dans un premier temps, le nombre des morts est décidé. 3000. C'est ce nombre que brandit les vainqueurs de la guerre en Côte d'Ivoire. Chose bizarre, ces 3000 morts, de toute évidence, excluent clairement le génocide des Wè à l'ouest du pays. Certains journaux et des organismes internationaux qui avaient décidé de regarder ces massacres sans défendre les populations avancent un nombre approximatif de 2000 morts seulement à Diokwe. Sachant que des massacres ont été perpétués au nord et au centre du pays lors de l'avancée initiale de la rébellion armée et qu'ensuite il y a eu l'arrivée des forces coalisées, armée française, ONU
et rebelles dans le sud, dans des villes dont Abidjan, l'on pourrait affirmer avec une certaine assurance qu'au minimum 10 000 à 15 000 morts sont le résultat de cette guerre. Malheureusement, le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara semble n'avoir indemnisé que les victimes du côté de la rébellion armée de 2002-2011. Les autres victimes non favorables à cette rébellion semblent avoir été ignorées, effacées de l'histoire tragique de ce pays. Est-ce dans le but de protéger les rebelles, ou plutôt de protéger les massacres des puissances étrangères? Pourquoi permettre que ces plaies restent béantes de la sorte? Les personnes ayant vécu cette guerre continuent de se poser des questions. Mais entre-temps, elles demeurent terrées dans leur douleur, si fortes que muettes. Christopher? En effet, Tania. Cela nous emmène au point que nous avons intitulé le muselage de la douleur des Ivoiriens. Nous sommes en 2011 et le pouvoir a changé de camp. Alou Lébé pouvoir là, disaient les partisans de la coalition RHDP, communément appelée RH2 Pied ou le restaurant. Désormais, l'alliance LMP de l'ancien président Laurent Gbagbo est disloquée. Certains hauts dignitaires de la LMP décident de rejoindre le RHDP d'alors. Les autres sont emprisonnés. Le premier gouvernement, dirigé par le président Alassane Dramane Ouattara, est maître de tout le territoire ivoirien. Cependant, une chasse à l'homme semble prendre place. En effet, porter des vêtements à l'effigie de la LMP ou de l'ancien président Laurent Gbagbo met celui qui les revêt dans une situation d'incertitude. Alors, les supporters de ce dernier, les militants de son parti, ainsi que ceux de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, décident pour la grande majorité de cacher tout signe les rattachant à l'ancien pouvoir de peur de voir leur vie menacée. Les Ivoiriens dans leur grande majorité qui aimaient parler politique librement dans les bus, les war se taisent. Désormais, le silence et la monotonie prennent le relais. Chacun évite soigneusement de parler de tout ce qui a trait à la politique, à moins d'être dans un espace privé et de bien connaître la personne avec laquelle l'on en discute. La majorité devient donc silencieuse, surtout que le président de la République et le ministre de la Jeunesse sont expédiés à la CPI, d'où dit-on, personne ne revient jamais. Ce silence est-il le résultat de la douleur, du traumatisme ou d'un questionnement permanent? Il semble que cela pourrait être une somme de toutes ces raisons. Tania? Merci Christopher. Abordons donc le point de la déportation des leaders. Quelque temps après l'arrestation du président de la République Laurent Gbagbo, lui, ainsi que son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, sont déportés à la haie par le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara. Des audiences publiques sont organisées et sont suivies sur les réseaux sociaux par la majorité silencieuse, mais aussi par ceux qui ont contribué à la déportation des deux symboles de la résistance, comme les appellent leurs supporters. Pendant plus d'une année, les Ivoiriens assistent à la succession de témoins de l'accusation qui souhaitent que l'ex-président et son ministre soient condamnés pour crimes contre l'humanité notamment. Les partisans du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé découvrent que l'histoire récente de la guerre est en train d'être tronquée. En effet, de nombreux témoins racontent des faits auxquels ils ont assisté, mais en incriminant les désormais accusés et co-détenus Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les récits de certains témoins semblent même leur avoir été soufflés au creux de l'oreille avant leur comparution, au point où l'un d'entre eux oublie son village et cherche le nom de ce dernier dans les pages de son témoignage posé devant lui. Encore plus choquant, les Ivoiriens découvrent que l'armée qui combattait la rébellion avait été infiltrée jusqu'au haut gradé. Un des témoins de l'accusation avoue qu'il était l'un de ceux qui sabotaient les véhicules de transport ainsi que les armes de l'armée de Côte d'Ivoire en insérant des mégots de cigarettes dans les réservoirs à carburant des véhicules et les armes à feu. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Le général d'armée qui dirigeait toutes les opérations militaires de la Côte d'Ivoire, le général Mongo Philippe, apparaît en tant que témoin de l'accusation pour incriminer l'ex-président. Ces comparutions sont des douches froides pour la majorité des Ivoiriens, tant au niveau des partisans de l'ex-président que du nouveau président. Particulièrement pour les partisans du président Gbagbo, c'est la trahison de trop.
Ils se demandent à qui faire confiance si même les gens censés assurer leur protection avaient été infiltrés par la rébellion. Autant ne plus faire confiance à personne et s'enfermer dans un monologue avec soi-même, devait-il penser. Au moins, je me connais personnellement, je suis un peu plus sûr de ne pas me trahir moi-même. Après les révélations de trahison successives dans l'armée, suivies de la dite réunification avec la rébellion armée qui avait divisé le pays avec l'aide de la France, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne, la confiance en cette nouvelle armée est au point mort. D'ailleurs, aucun corps habillé, que ce soit la police, la gendarmerie, la marine, les eaux et forêts et surtout l'armée, n'inspire confiance. Les populations ne pouvant savoir si lors d'un dépôt de plainte, elles auront affaire à un ancien rebelle ou à un ancien fancy. Sachant qu'une immense majorité de victimes et déplacés de guerre n'est pas considérée comme telle, et de ce fait n'a pas eu de réconfort moral, encore moins de compensation matérielle, la population silencieuse se sent exclue. Quelles autres douleurs choquantes ont poussé ce peuple à se taire? Quel est le degré du choc qui les y a obligés? Je pense avoir un élément de réponse à cette question dans le point suivant. La pauvreté profonde et le désespoir des populations. Découlant du manque de confiance dans tous les acteurs ivoiriens, les populations ivoiriennes vaquent à leurs occupations, convaincues que si elles s'intéressent à la politique, elles peuvent être de nouveau trahies. Mais la réalité est que le taux de pauvreté dans ce pays grimpe progressivement et atteint des hautes cimes. Le gouvernement ivoirien annonçait que le taux de pauvreté s'établirait aux environs de 35% en 2020. Aussi, le président Alassane Dramane Ouattara parle du taux de croissance moyen annuel de 8%. Ce taux est sans nul doute avéré, mais comment se traduit-il dans le quotidien des Ivoiriens et la réalité factuelle? Le PIB par habitant en Côte d'Ivoire serait de 2286 dollars américains selon l'économiste Ilil Zouari, soit environ 1 million de francs CFA par habitant. Mais la réalité est tout autre. En effet, 500 000 francs CFA est le salaire approximatif d'un cadre ivoirien dans le secteur privé. Si l'on souhaite faire un petit calcul basé sur la loi de Pareto, la célèbre loi de 20-80, 80% des richesses d'un pays sont détenues par 20% des habitants du dit pays. En Côte d'Ivoire, il y aurait 20% de riches. Il nous resterait donc 80% de la population. Si nous nous basons sur les chiffres donnés par le gouvernement, 35% de la population est pauvre en 2020. 35% au taux de 80%, nous obtenons 45%. Donc, en théorie, la classe moyenne de la Côte d'Ivoire, les personnes dont le revenu mensuel est au moins égal à 500 000 francs CFA, est de 45% de la population. Dans la pratique, le revenu moyen d'un diplômé qualifié en Côte d'Ivoire tourne autour de 200 000 francs CFA mensuellement, voire moins. Mais soyons optimistes, gardons 200 000 francs CFA. Le 25 octobre 2019, le journal Mediapart, dans son titre « Les chiffres économiques alarmants qui enragent Ouattara et Gon en Côte d'Ivoire », affirmait que le taux de chômage en Côte d'Ivoire était compris entre 70 et 90%. La source, la Banque africaine de développement. Alors, simplement dit, entre 70 et 90% de la population ivoirienne n'arrive pas à toucher 200 000 francs CFA mensuellement. Question, qui bénéficie des 1 million de francs CFA par habitant? Réponse, entre 30 et 10% de la population, en théorie, peut-être moins de 10% dans la pratique. Un autre point, et non des moindres, est le phénomène des microbes. En effet, ce phénomène a débuté au lendemain de la guerre de 2011. Des jeunes gens avaient commencé à agresser à l'arme blanche de paisibles riverains de la commune d'Abobo dans la ville d'Abidjan. Progressivement, le phénomène s'étendra aux autres quartiers de la ville d'Abidjan. Les populations victimes de ces agressions, et souvent même de meurtres, commencent à appeler les autorités du pays à réagir et à éliminer cette gangrène. Le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara dit prendre des mesures contre les microbes et les rebaptise enfants en conflit avec la loi. Cependant,
les populations ivoiriennes se mettent à accuser les gouvernements et les forces de l'ordre d'être complices des microbes. En effet, les riverains des différents quartiers, obligés de faire la police, capturent ces délinquants et les conduisent aux forces de l'ordre. Mais selon les dires des populations, les délinquants sont toujours relâchés après des coups de fil de certaines autorités haut placées du pouvoir RHDP. Dans une tentative de déterminer les origines de ce phénomène, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en abrégé OFPRA, dans un document publié le 23 février 2017, explique que ces jeunes gens étaient surnommés Von dans les années 90. Ils étaient alors utilisés par les syndicats de transporteurs pour attaquer des bandes rivales et leur prendre des territoires, ou pour d'autres basses besognes consistant à agresser et prendre de l'argent. En un mot, ils étaient des hommes de main. Les microbes deviennent plus dangereux, surtout pendant la guerre de 2011, car ils sont recrutés et armés pour devenir le commando invisible, qui combattait les forces régulières à Abobo. Les microbes sont donc des enfants soldats. Après la guerre, n'ayant plus de revenus et vu l'impossibilité de les engager dans la nouvelle armée dite réunifiée ou républicaine, ils sont délaissés. Ne leur reste donc plus que de s'attaquer aux populations et les dépouiller de leurs biens afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout acheter de la drogue. Alors, lorsque la population est affamée et contrainte à ne penser qu'à trouver de quoi manger pour la journée, tandis qu'une infime partie de cette même population a au minimum 900 000 francs CFA comme revenu mensuel, on n'a simplement plus le temps pour les politiciens dont certains étaient avec le pouvoir actuel il y a quelque temps de cela et se retrouvent soudainement à attaquer ce même pouvoir parce qu'on leur aurait refusé le fauteuil présidentiel à leur tour. Clairement, on n'a plus le temps pour les politiciens. Surtout que les bourreaux et les victimes d'hier s'allient soudainement. Après les premières années de mariage au RHDP, le parti politique mythique PDCI-RDA prétend que le RDR refuse de respecter ses engagements. Les dignitaires de ce parti prétendent qu'il y aurait eu un accord entre le président Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Le président Alassane Dramane aurait promis l'alternance politique si le PDCI-RDA soutenait sa candidature. Personne ne sait si tout cela est avéré, mais les Ivoiriens comprennent que ces formations politiques négocient le pouvoir entre quatre murs sans penser au peuple. Aujourd'hui, le PDCI-RDA demande le soutien de l'opposition menée par des leaders politiques proches du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Puis, Soro Guillaume, ancien chef de la rébellion tentant de se refaire une santé politique, quitte le RHDP et fonde le GPS pour les mêmes raisons apparentes que le PDCI-RDA. Et devinez son point de chute? L'opposition, naturellement. D'autres suivent la même voie. Ce sont le PIT de Francis Vaudier, le MFA de Anakit Kobenan, l'UDPCI de Albert Mabry-Toikeus. Il y a aussi les démissions des hautes personnalités comme les ministres Daniel Kablan-Duncan et Amon Tano, pour ne citer que ceux-ci. La frange de cette population meurtrie par la guerre et dont les cicatrices sont encore ouvertes et exposées constate que les mêmes qui leur avaient tiré dessus et avaient endeuillé leur famille pendant la rébellion se retrouvent soudainement dans l'opposition. Et puis, ils s'associent à cette opposition martyrisée pour demander à ceux qu'ils ont tués hier de descendre dans les rues, de manifester et de donner leur vie pour que les nouveaux opposants puissent bénéficier de leur soutien. Comme le dirait la rue ivoirienne, vrai là, 6 est devenu 9 quoi. À la place de cette majorité silencieuse, ne seriez-vous pas désemparés, ne sachant plus qui croire? Peut-être bien que les seuls que la population accepterait d'écouter seraient l'ancien président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Peut-être donc qu'ils sont nécessaires à cette réconciliation. Mais le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara affirme sur tous les médias que les Ivoiriens sont déjà réconciliés. Regarde-t-il les apparences pour s'en rassurer ou feint-il de ne savoir la vérité? L'on serait plutôt tenté de dire que cette situation difficile vécue par le peuple ivoirien a zombifié leur détermination de se battre pour être libre de décider qui est digne de gouverner. Et le gouvernement du président Ado
semble l'avoir compris. Il décide donc simplement de refuser le retour du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé le temps de l'élection présidentielle. Certainement, de peur que ces derniers ne puissent redonner vie à la volonté des Ivoiriens de se battre pour avoir le droit de choisir librement. Excellente stratégie qui semble fonctionner. Merci Tania. Il y a aussi le fait que les mêmes acteurs ou co-auteurs des attaques de 2011 reviennent jouer les médiateurs. En définitive, la grande majorité des organismes ou organisations internationaux qui avaient accablé le pouvoir du président Laurent Gbagbo sont à nouveau de la partie. Le 22 septembre 2020, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, s'est rendu en Côte d'Ivoire pour, dit-il, demander aux acteurs politiques ivoiriens d'éviter la violence et les discours de haine. C'est bizarre. L'ONU, l'une des seules organisations internationales citées comme belligérantes dans les guerres du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, prétend appeler à la retenue. Rappelons également que les deux pays ont été le théâtre de génocide. C'est vraiment bizarre le lien entre l'ONU, les Européens et les génocides dans nos pays. Coïncidence? Bref, c'est vraiment le monde à l'envers. Comment une organisation qui a participé à la guerre en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 peut venir aujourd'hui appeler à l'apaisement? Sérieusement là? Quand en plus l'Union africaine et la CEDEAO accompagnent l'ONU, il y a de quoi s'inquiéter quand on est ivoirien en tout cas. Ce sont les mêmes qui, avec la France, avaient installé l'actuel président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en 2011. Juste observer ce balai, sachant pertinemment qu'aucun des acteurs de cette liste ne veut du bien à notre cher Ibiouni, le citoyen lambda préfère regarder à distance sans s'approcher de trop près. À être trop près du feu, on se brûle les poils. Mieux vaut donc avoir une distance de sécurité convenable. Mais à y repenser, si nous restons trop loin de la politique, c'est sûr que nous n'aurons pas de pays à transmettre à nos enfants. Il est vrai que nous sommes traumatisés et que nous ne faisons plus confiance à ces politiciens qui n'ont pas pu ou pas su nous défendre et nous préserver de ce que nous subissons aujourd'hui. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, notre bien le plus précieux, c'est la Côte d'Ivoire. La désobéissance civile peut-elle nous ramener la véritable paix? Pas la paix basée sur la peur prônée par le président Alassane Dramane Ouattara, mais la vraie paix que vous et nous connaissons. Personne ne peut répondre à cette question. Laisser cette élection avoir lieu peut-elle nous donner la paix? À cette question, on peut répondre avec un grand non. Simplement parce que les conditions ne semblent pas réunies et que notre âme se meurt à petit feu. Et vous qui nous regardez en ce moment, vous le savez. Dans ce cas, que devons-nous faire? Il nous faut absolument trouver une solution pour sortir notre pays de cette impasse sans tenir compte des hommes politiques. Mais nous devons surtout le faire ensemble. Si vous avez des solutions à ce problème, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous pourrions peut-être l'étudier et la proposer à tous. Si vous pensez que nous avons touché des points importants de la vie des Ivoiriens, sachez que nous avons bien d'autres sujets à partager avec vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais ceci. Un peuple qui oublie son passé est voué à revivre ses douleurs et ses frustrations de façon continue. Paix sur vos familles. Le club de Babi. Au fait les gars, si vous aimez le club de Babi, encouragez-nous en mettant des likes. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se chope au prochain épisode.